Eh bien, bonjour à tous, c'est Sergueï, merci d'être là pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler d'un symbole ou d'un son que vous avez déjà sans doute entendu à moult reprises, pendant les cours du yoga, dans des temples hindous. Euh, c'est un symbole que vous avez déjà vu un petit peu partout. Il s'agit de Om. Voilà, je pense que ce symbole vous parle déjà un petit peu. Euh, voilà, les trois lettres comment on peut l'écrire? On peut l'écrire de deux manières, soit AUM, soit OM. On va voir plus en détail un petit peu plus tard, parce qu'à la fois il y a donc une interprétation visuelle, une interprétation sonore, symbolique, et ainsi de suite. Donc on va voir tout ça plus en détail. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer où est-ce qu'on peut rencontrer ce symbole. Euh, Très souvent, j'ai presque envie de dire systématiquement et presque toujours, vous avez le Om au début de chaque mantra, que ce soit Gayatri Mantra qui est la plus connue, Om Bhurrbhuva Swaha et ainsi de suite. Très souvent, les mantras commencent et finissent par ce signe, par ce symbole et ce son Om. On le trouve également dans des temples. Donc c'est un symbole donc avec une connotation religieuse, puisqu'on le retrouve dans des temples. De nos jours, il est presque un signe de spiritualité, comme il y a des gens qui s'habillent en noir avec des pics en métal, donc on va dire que c'est des punks ou des gens qui écoutent du hard rock et compagnie. Om est devenu un petit peu un symbole de spiritualité, de compassion, du yoga, de méditation, qu'on retrouve sur des vêtements, sur des bijoux. Il y a même des gens qui se font tatouer ce symbole sur leur corps, moi inclus, et je pense que c'est peut-être inconsciemment une des raisons pour laquelle je voulais faire un petit peu plus de recherche pour comprendre ce qui se cache derrière ce son, Om, et derrière ce symbole. On va essayer de donner une sorte de définition. Il est très difficile de définir un concept plus ou moins abstrait. On va essayer. J'ai fait pas mal de recherches, à la fois sur Internet anglophone et francophone, et j'ai essayé un petit peu de synthétiser différentes informations qui concordaient ou qui se répétaient, prises de différentes sources, qui pour moi étaient donc un signe de fiabilité. Donc on peut déjà dire presque à 100% que Om c'est une syllabe sanskrite, sanskrit étant la langue, et donc syllabe, donc là on est au niveau de la langue, au niveau de la prononciation, et c'est aussi un symbole sacré puisqu'on le retrouve depuis la nuit des temps dans les différents endroits, surtout en Inde. Mais on va voir que le son lui-même, il est plus universel que ça. Ce que on dit à propos de ce Om, c'est que c'est un son. Donc un son, c'est une sorte de vibration qu'on peut entendre. C'est un son cosmique originel à partir duquel l'univers se serait structuré. Donc c'est très important, très, très lourd comme définition. C'est un petit peu, c'était le Big Bang, quoi, le début de tout, à partir duquel tout existe. Voilà, on va voir tout ça en détail. Il existe sous différents noms. On le trouve aussi sous le nom de Udgita ou Pranav Mantra, mantra primordial. Donc vous pouvez à la fois, si vous le souhaitez, faire un petit peu plus de recherche sur Internet, soit avec les mots-clés comme Om, AUM ou OM, ou alors Udgita Pranav Mantra. Et si vous êtes vraiment intéressé, une chose que je n'ai pas encore faite, mais je pense que je vais faire à un moment donné, c'est de faire un petit peu de lecture de Mandukya Upanishad. Donc ce sont des textes vraiment anciens qu'on trouve dans le domaine de tout ce qui est les Védas, donc tout ce qui est les textes anciens en Inde. Pour faire simple, c'est un petit peu l'équivalent de la Bible, mais pour d'autres religions. Voilà, c'est des textes qui sont considérés comme sacrés et véridiques, enfin vrais, et sur lesquels pas mal de concepts, de courants de pensée vont s'appuyer et se développer. Du point de vue pratique, vraiment, Om, en tant que son, c'est une mantra. Donc, mantra, on l'a dit, c'est une sorte
de syllabes ou de suites de syllabes qu'on répète. Donc soit on peut la vocaliser et répéter, ce qui devient un jap mantra. Donc on peut dire par exemple Om, 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 Om. Ou alors on peut le faire de manière intériorisée, ça veut dire Upanchu Jap, ça veut dire qu'on ne va pas le prononcer, mais juste dans la tête, comme si on la prononçait. Donc ça sera du silence, mais dans la tête, on a cette idée de prononciation. Et en troisième lieu aussi, on peut tout simplement l'écouter. Donc on est silencieux nous-mêmes et on l'écoute quelqu'un réciter ce mantra. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, cette mantra, une mantra. Bon, on va dire que c'est une mantra. Une mantra. Un mantra, un mantra. Allez hop. Alors, regardons à présent un petit peu à quel point il est universel, puisque c'est un petit peu la définition, le postulat de départ. On a dit que Om, c'est un mantra universel, primordial, donc quelque chose qui devrait être commun à la plupart des religions. Donc, de toute évidence, tout ce qui est sur le continent indien, on a l'hindouisme, le bouddhisme, et d'autres religions un petit peu moins connues, comme le jaïnisme, le sikhisme ou le brahmanisme. On retrouve donc le Om dedans. C'est un petit peu comme si on avait le christianisme qui était sous-divisé en orthodoxe, protestant, luthérien et ainsi de suite. Donc il y a aussi des sous-religions, on va dire. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est juste un courant de pensée qui change un petit peu. Parlons du christianisme, on le retrouve aussi dans la mesure où on peut lire, déjà on peut le retrouver le Am dans le mot Amen. Je vous avoue que je n'ai pas pris la peine de regarder quelle était l'étymologie et la signification exacte de Amen. Peut-être quelque chose comme qu'il soit ainsi ou dans ce style-là. Tout ce que je vais vous dire, si vous avez des questions, des commentaires ou quelque chose que vous voulez enrichir, faites-le dans les commentaires en dessous pour le bien de tout le monde, quoi. Moi inclus. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses que j'ai mal dites ou qui ne sont pas correctes, ou alors peut-être que j'ai omis certaines informations. Donc, on le retrouve dans Amen, 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 Amen. Et aussi, on le retrouve dans ce que disait, alors je ne sais plus si c'est une personne, ça s'appelle le prologue de la Bible, je pense. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, parce que là, je fais l'enregistrement de la diapositive, mais je pense qu'il s'appelait Jean. Alors, à vérifier, mais bon, quelqu'un, en tout cas, dans la religion du christianisme, a dit que au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. Donc même dans le christianisme, sur le continent européen, on retrouve cette idée de son, de mantra, de vibration, qui était donc en lien avec le commencement, avec le Dieu, et qui est un petit peu le son ou le facteur qui supporte tout le reste. Voilà, ce qui est assez intéressant. On retrouve également, du point de vue vraiment sonore, le Om dans le Shalom du judaïsme, donc dans la langue hébreu. J'ai peur de dire des bêtises, je pense que c'est ça. La langue c'est hébreu, les gens c'est les juifs, enfin les gens qui pratiquent le judaïsme c'est des juifs, et la religion c'est le judaïsme. Je pense que c'est ça. Et Shalom qui veut dire paix. Et on n'est pas très loin de la religion islam, qui est donc pratiquée par des musulmans, et eux, ils disent aussi paix, qui veut dire salam. Salam, je pense, enfin je ne parle pas arabe, mais je pense que c'est aussi une manière de saluer quelqu'un, salam alaykoum, quelque chose comme ça. Encore une fois, je ne fais pas de l'arabe, mais j'ai déjà entendu parler ce salam dans la salutation. Voilà, donc c'est intéressant de voir que peu importe la religion, que ce soit l'islam ou le judaïsme ou le christianisme ou les religions plutôt asiatiques, on retrouve ce même son dans des mots très, avec une connotation très positive, très majestueuse, comme la paix. C'est, je pense, que ce que chaque religion essaye de promouvoir, la paix dans le monde, la paix avec soi-même. Donc si on s'éloigne un petit peu de la religion, puisque c'est universel, on devrait le trouver aussi dans des gens qui ne croient à aucune religion, tout simplement.
moi j'ai mis ça à l'humanité, c'est un petit peu le mama. Peut-être que ça s'écrit différemment, mais d'une langue à l'autre, le plus souvent, les bébés, c'est un petit peu, on pense que c'est ce qu'ils disent. Quand ils naissent, ils crient un petit peu, et après ils disent mama, mama. Alors, moi j'ai pas de bébé, mais je pense que c'est vrai. Mère, matrice, maternelle, maman, mother, madre. On retrouve le am à nouveau dedans. Donc, du point de vue purement translinguistique, on voit que le son am, il est dès le départ en fait, une des premiers mots qu'on prononce, mama. Ok, on continue. Mais si on peut aussi se tourner du côté scientifique, et du point de vue scientifique, surtout dans la physique quantique, très en vogue en ce moment, on parle aussi des vibrations et des particules ondes, comme si à la base de tout, au niveau, à l'échelle de l'infiniment petit, rien n'existe, ce n'est que juste des vibrations qui apparaissent et qui disparaissent. Encore une fois, s'il y a des gens qui se connaissent plus en physique quantique, s'il vous plaît, faites-vous entendre, partagez vos avis. Mais d'après ce que j'ai compris, donc il y a des particules subatomiques, donc plus petites que les atomes, des quarks, avec un S à la fin, et il paraît que ce sont juste des vibrations, des sortes d'ondulations de l'espace-temps. Alors là, je sais pas, à vérifier, mais en tout cas, on voit bien que même la science moderne tend à revenir un petit peu à ce qui a été dit au tout début dans le christianisme, donc par exemple, qui disait que au commencement était le Verbe, et là, on le retrouve ici dans la science. Et puis, pour finir aussi, de l'infiniment petit, on peut passer à l'infiniment grand. Et dans le domaine de l'astronomie, on peut parler de la résonance de Schumann. Donc, ce sont des vibrations de la Terre. On est dans les 7,83 Hertz. En fait, si on fait des recherches, on va trouver que le corps humain vibre, la Terre vibre, le Soleil vibre, et même l'espace, donc je mets cosmos, espace, donc l'espace qui est au-delà de la Terre, il y a aussi des sortes de vibrations partout. Voilà, donc c'est intéressant de voir que même parmi toutes ces différentes aspects, religion, science, astronomie, on retrouve cette idée de vibration, de fréquence, de ohm donc. Ok. Si on continue avec l'universalité, parce que, encore une fois, c'est un mantra universel, donc on devrait la trouver dans différentes cultures, dans différentes traditions, dans différents endroits géographiques. Jusque-là, rien ne se contredit, a priori. Si on regarde différentes langues, ça c'est le symbole Om. Donc on le voit dans Devanagari, tout en haut à gauche. C'est celui qu'on va étudier plus en détail, c'est celui qui est donc élu, on va dire, comme le symbole Om, mais on voit bien qu'en différentes langues, il est assez similaire, à quelques différences près. Le plus souvent, ce que j'ai voulu entourer, c'est le petit point qui indique une nasalisation. Donc c'est très simple à comprendre. C'est comme dans la langue française, le I et le N ne donnent pas in, mais donnent un. Le I et le M ne donnent pas im, mais un, comme impossible, impôt, intérêt, et ainsi de suite. Le E et le N ne donnent pas N, mais en contraire. Le E et le M, c'est pareil. Le E, le M, je sais pas. Bon, bref. L'idée, c'est qu'il y a une nasalisation de la voyelle qui précède. Et même si on fait le test, tout simplement, on peut constater que le son M, comme dans maman, et N, comme dans Nicolas, c'est l'un des seuls sons qu'on fait avec le nez. La plupart des lettres, que ce soit des voyelles ou des consonnes, sortent par la bouche. P, L, K. Tout sort par la bouche, A, E, I, O, U, I, mais les deux sons, et ce sont les seuls sons, d'après ce que j'ai compris, sortent par la bouche. La bouche est fermée, les lèvres sont fermées, il n'y a aucune sortie, aucune expulsion de l'air par la bouche, ça sort par le nez.
Et pareil pour la lettre N, où on colle la langue aux dents, donc on diminue la cavité, enfin le volume de la cavité buccale, et ça donne un son légèrement plus aigu. Voilà. On continue, et ça, j'étais vraiment allé chercher loin. Je suis allé dans les hiéroglyphes égyptiens, un hiéroglyphe égyptien. Et ce qui est intéressant de constater, des hiéroglyphes égyptiens, bon déjà ils étaient mis en place 3000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait 5000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que la lettre A, enfin le son A, le son ou le son ou W et le son M, eh bien ce sont les seuls symboles qui sont représentés par des oiseaux. Ça je trouvais très intéressant. Ça aurait pu être des serpents, des insectes, des instruments, mais non, ils ont décidé, il y a 5000 ans, de représenter, parmi toutes les possibilités, ils ont décidé de représenter le A par un faucon, qui est donc le dieu Horus, le ou, le W par un petit oiseau, alors je n'ai pas trop compris ce que c'était, et le M par un hibou, hibou chouette, alors je ne sais pas trop la différence, mais en tout cas je pense que c'est une chouette, ouais, non, un hibou, owl, un hibou, qui est donc vu comme un symbole de la connaissance. Si on regarde un petit peu les comptines pour des enfants ou dans le dessin animé, c'est souvent un hibou avec des lunettes de soleil qui va donc représenter la sagesse ou l'intuition ou voilà, une sorte de connaissance intérieure, quoi. Très intéressant en tout cas. Voilà. On va passer plus à une interprétation spatio-temporelle, donc j'essaie d'éviter des mots assez complexes, mais c'est comme ça que je voulais l'appeler. Donc là, on va essayer de voir comment les lettres ou les sons A, U, M, comment est-ce qu'on peut les mettre dans le contexte de l'espace-temps. Donc si on parle du temps, on peut dire que le A, c'est le commencement, quelque chose qui débute, le U, c'est le mouvement, la continuation, et le M, c'est la fin, c'est l'inertie, c'est la transformation. On peut dire aussi que le A, c'est quelque chose qui est en lien avec le monde extérieur, le U, c'est quelque chose qui est en lien avec le monde intérieur, et le M, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, tout ou rien. C'est un petit peu entre les deux. C'est une interprétation un petit peu subjective. J'ai essayé de m'appuyer au maximum sur les données que j'ai pu trouver sur Internet. Mais si vous voulez partager votre avis, faites-le. On continue avec le temps. On peut dire que ça peut correspondre à comme le printemps. Donc là, on a cette idée de commencement, quelque chose qui commence à donner vie. L'été qui donc perdure, le soleil est là, il fait chaud, tout le monde sort, et M, l'hiver, les feuilles tombent, il y a des plantes qui meurent, la saison change, et donc il y a cette idée de fin, d'inertie ou de transformation. Sur une échelle plus petite, on peut tout simplement dire que le A correspond au matin. Matin, on se réveille, c'est le début. U, c'est l'après-midi, c'est la journée, on travaille, on fait des choses. M, c'est la nuit, on se couche et on dort. Voilà. Et aussi, du point de vue temporel, le A correspondrait au présent, puisque on ne peut que créer dans le présent. Si je dessine, si je fais de la musique, je ne peux le faire qu'à cet instant-là. Le U correspond au passé, donc c'est quelque chose qui nous permettrait de faire un lien avec le présent qui est devenu passé. Enfin, c'est un petit peu des homophones, donc le présent qui est devenu passé, parce qu'il est passé, et le M qui est un petit peu quelque chose qui n'est pas encore arrivé, donc c'est le futur, donc quelque chose de quoi on n'a pas encore connaissance, et qui n'existe pas, et qui peut donc englober en soi le tout et le rien. Donc c'est ça, quoi. Puisque quelque chose qui n'est pas encore arrivé, il y a cette possibilité que cela n'arrivera pas, ou alors si quelque chose arrivait, on ne sait pas comment cela allait arriver, par exemple. Du point de vue physiologique, donc là j'aimerais plus me tourner du point de vue de notre corps, quelque chose qui est palpable, tangible, physique. Pareil, on reprend les trois lettres, A, U, M. Du point de vue physiologique,
Le A, on l'a vu, c'est le début, le commencement, donc ça peut correspondre à une naissance, donc à une sorte de reproduction de l'espèce, à une naissance de quelqu'un. U, c'est la vie, c'est le développement, et le M, c'est la mort pour que le cycle puisse se recommencer. Du point de vue purement corporel, le A correspond à la... non, excusez-moi. Donc, du point de vue sonore, si on chante le son A, vous pouvez mettre la main sur la cage thoracique et sentir les vibrations sont les plus présentes dans cet endroit-là. Le U, on met les... Enfin, c'est une expression très jolie, on met les lèvres en cul de poule et on voit que le son est plus au niveau de la gorge et de la bouche. Donc là, on monte un petit peu plus haut, voilà. Voilà, c'est plus dans la bouche, vous pouvez faire un test, l'expérience personnelle est très bonne pour aussi ressentir et comprendre les choses. Et enfin le M, on l'a dit, il sort par le nez, donc il y a une sorte de nasalisation, on sent vraiment qu'il fait plus vibrer la tête, le crâne, et donc on est encore plus haut sur le corps. Ok. Du point de vue plus symbolique cette fois-ci, le A, naissance, ça correspondrait à tout ce qui est organes génitaux, l'anus, le pénis, l'utérus, le ventre, le vagin, là où la naissance, la conception a lieu. Le U, la vie et le développement, ça sera au niveau du cœur et des poumons, puisque le cœur pompe le sang, le poumon pompe de l'air, les deux conditions, les deux éléments nécessaires pour qu'on puisse tout simplement vivre et faire l'expérience de cette vie humaine. C'est de cette vie humaine. Et le M, plus le cou, plus la tête, et là, donc, c'est plus... là, j'ai pas vraiment pu trouver de raisonnement. Pourquoi c'est les coups et la tête? Parce que tout simplement, on monte, les sons se passent au niveau de la tête, et on les ressent plus là, quoi. On va voir plus en détail parce qu'effectivement on peut l'interpréter de plusieurs manières et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres. On peut aussi dire que le A, donc c'est le Pingala, quelque chose qui est actif, qui est excitant, qui est physique. Et donc Pingala, c'est le canal énergétique qu'on appelle Nadi, dans lequel circule Prana. Ida, c'est l'autre canal énergétique dans lequel circule l'énergie plutôt mentale, donc quelque chose sur lequel on va réfléchir et raisonner. Donc c'est plus dans la logique, le raisonnement, l'intuition. Non, pas l'intuition. L'intuition, ça va être plus dans Sushumna, qui est donc entre les deux, quand Ida et Pingala sont bien équilibrés. Troisième canal Sushumna s'ouvre, s'active, et ça, c'est là où le Kundalini, l'énergie spirituelle, peut monter. Voilà. Et pour finir avec la physiologie, on peut dire aussi tout simplement que le A, donc naissance, c'est Pingala, mâle, donc tout ce qui est, enfin, l'espèce humaine en tout cas, et bien d'autres espèces sont divisées en deux parties, mâle et femelle. Femelle, ça serait donc plus pour Ida. Alors, je ne sais pas si là je vais faire crier toutes les féministes, mais le mâle, donc c'est celui qui donne la vie, enfin il faut sa sémence. La femelle, la femme, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est juste pour reprendre l'image générale. La femme, c'est celle qui va rester à la maison avec les enfants pour qu'ils se développent dans la sécurité, pour qu'ils puissent se développer, aller à l'école, manger, se vêtir et ainsi de suite. Je ne suis pas d'accord avec ça, encore une fois, c'est vraiment une vieille école, une manière de penser, mais on peut retrouver cette idée-là ici en tout cas. Et enfin le M, le genre neutre, peut-être qu'il y a des gens qui auront un petit peu de mal à le comprendre, mais tout simplement, si vous faites d'autres langues, par exemple comme le russe, il y a aussi un troisième genre qui est donc neutre. Il n'y a pas que une table ou un rideau, il y a aussi le neutre qui est donc ni masculin ni féminin, mais un petit peu entre les deux. Le plus souvent, le neutre est utilisé pour des... pourquoi est-il utilisé? Pour des choses inanimées? Non, même pas. Je n'ai pas d'exemple en tête. Ah non, maillot.
Un noyau. Ah non. Bah, voilà, c'est quand il y a une ambiguïté un petit peu sur le si c'est mâle ou femelle. Ah non, cette chose-là. Bref. Interprétation psychologique cette fois-ci, je pense que c'est celle qui va être la plus intéressante ou celle qu'on peut ressentir le plus. A correspondrait à la création. Encore une fois, on a vu que c'est le présent. On ne peut que créer dans ici et maintenant. Le U, c'est la continuation, le soutien, la préservation. Une fois qu'on a quelque chose, on continue à le faire. Et M, destruction, inertie, transformation. Donc là, c'est donc la troisième partie du point de vue psychologique où peut-être qu'il faut arrêter quelque chose, arrêter de faire quelque chose pour pouvoir commencer de faire quelque chose de nouveau. Destruction, inertie, transformation. Tout simplement, peut-être que vous avez déjà entendu parler que le Aum correspond aux trois déités, trois dieux dans la religion hindoue, Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma, le dieu qui crée, Vishnu, le dieu qui soutient, qui préserve, et Shiva, le petit bonhomme bleu avec une sorte de pic qui détruit et qui transforme. Ok, psychologique, là on peut dire que le A, c'est notre partie palpable, c'est l'aspect physique de nous, celle que tout le monde peut percevoir, c'est notre corps. Le U, c'est l'esprit, c'est un petit peu l'équivalent d'un logiciel qui est sur un ordinateur. L'ordinateur, c'est le A, le logiciel, c'est le U. Les deux ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner correctement. Et le M, ça va être par exemple l'utilisateur de cet ordinateur, si on suit l'analogie avec un ordinateur par exemple. Donc c'est l'âme qui est immortelle, éternelle, absolue, au-delà de tout, intouchable. Et donc ça c'est le M. Ok, on continue. On peut dire aussi que le A, ça correspond, là je me répète un petit peu, au monde physique, donc au monde des stimuli, des perceptions, des sensations. On perçoit, on interagit avec le monde dans les deux sens. Soit on peut interagir sur le monde en déplaçant les choses, en se déplaçant dans l'espace-temps, enfin dans l'espace on va dire, ou alors tout simplement on peut le percevoir. Je perçois les voitures qui passent, les oiseaux qui chantent, je perçois la gravité qui me tire vers le bas, et ainsi de suite. Le U, c'est plus subjectif, c'est plus dans la tête, là c'est plus en lien avec les pensées, les émotions, la réflexion, quelque chose qui ne peut pas être perçu a priori si on ne l'exprime pas par quelqu'un d'autre. Ça se passe dans la tête, ça se passe en nous. Si je réfléchis, les gens vont juste me voir assis, sans bouger, avec une mine de quelqu'un qui réfléchit. Mais la réflexion elle-même, elle se passe à l'intérieur de nous. Et le M, c'est quelque chose qui transcende ces deux états-là. Je ne fais pas, je ne réfléchis pas, mais je suis dans le domaine spirituel, de l'intuition, de la compréhension. C'est quelque chose comme je sais, voilà, si on pouvait traduire ça. Intuition, je sais pas, mais je sais que je me sens poussé à faire une certaine chose, à faire des certains choix plus que d'autres. C'est parce que donc il y a ce côté spirituel qui en nous est développé un peu plus que chez les autres par exemple. Du point de vue, là c'est vraiment presque de la psychanalyse. Bonjour Freud. Le A, c'est la conscience, tout ce qui se passe et on est conscient de ça. Je parle et je peux dire je parle parce que je suis conscient de ça. C'est la partie accessible à ma conscience. Le U, c'est le subconscient. Par exemple, là je ne suis pas en train de jouer sur une guitare, mais si on me donnait une guitare, je vais utiliser le subconscient, je vais utiliser le passé, on l'a vu, qui fait partie de la partie U, le passé, l'apprentissage, je vais faire appel à mes souvenirs que j'ai préservés et je peux jouer un morceau. Donc je peux créer dans le moment présent en me basant sur l'expérience passée que je garde dans le subconscient. C'est la partie qui peut devenir accessible à ma conscience. Et puis finalement, le M, l'inconscient, c'est ce dont Jung et Freud parlent beaucoup. C'est la partie qui donc qui n'est pas directement accessible à notre conscience, et pourtant c'est celle qui régit pas mal de nos comportements, de nos manières de penser, et si on creuse un petit peu, on arrive à mieux
comprendre pourquoi on réagit, pourquoi on pense d'une telle ou telle manière, si on commence à faire ce qu'on appelle donc une psychanalyse, et aussi on va chercher à comprendre quelles sont les pensées, les désirs, les émotions latentes derrière le contenu manifeste, que ce soit les rêves, les expressions faciales, l'utilisation d'un certain mot plus souvent que d'autres, et ainsi de suite. Du point de vue plus du cercle, alors est-ce que ça s'appelle circadien? Donc, soit on est éveillé, donc ça c'est la conscience, je sais que je suis éveillé parce que je peux me le dire, c'est pas dans l'éveil que j'ai créé, que je perçois. Donc là il faut se rappeler les diapositives précédentes. Le U, c'est la partie où je rêve, où le plus souvent ego est partiellement effacé, parce que le plus souvent on n'est pas conscient qu'on rêve, mais tout ce dont on rêve est en lien avec l'ego, est en lien avec l'expérience passée. Tous les gens qu'on voit, tous les lieux qu'on voit, toutes les choses qu'on fait ont un lien avec l'expérience vécue dans cette vie-là. Et puis, effectivement, on peut faire tout un autre topic sur les rêves. Est-ce qu'ils ont une connexion avec d'autres vies, d'autres personnes, d'autres dimensions? Je ne sais pas. Peut-être, on peut explorer. C'est intéressant aussi à développer davantage le domaine des rêves. Et enfin, le M, sommeil profond et mort, ou la mort. Sommeil profond, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de désir, il y a juste un corps qui est là. Et pourtant il n'y a plus d'ego, mais je ne disparais pas, mon corps ne disparaît pas. Et c'est ça qui est intéressant, on va le voir un petit peu plus tard, c'est que même si quand on n'a pas conscience de nous-mêmes, on ne disparaît pas, parce que on est toujours là, quoi. À tout moment, on peut nous réveiller et on peut revenir. C'est pas quelque chose qui disparaissait dès le moment où on ne le regardait pas. On est toujours là. Et donc la mort, c'est donc un sujet encore plus épineux et sur lequel on peut débattre pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? L'expression que j'aime bien, c'est est-ce qu'il y a une vie après la vie? Donc on ne dit pas la vie après la mort, mais la vie après la vie. En tout cas, quand on fait Shavasana, dans le domaine du yoga, dans le domaine de Asana, quand on finit la séance, on s'allonge, et Shavasana, c'est la position du cadavre. Donc, symboliquement, on a cette idée de transcender la mort. On est là, on est allongé, le corps est mort, et pourtant, on est conscient. Les yeux sont fermés, on ne bouge plus, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qu'on ressent, et pourtant on est là, on a la conscience d'exister. Et ça, c'est très profond, je trouve. Une fois qu'on l'a bien expérimenté, je pense, qu'on a bien fait l'expérience sur son corps et sur son mental, son psyché. Du point psychologique encore, on peut dire que tout simplement le A, c'est tout ce qui est physique, objectif, ce qui peut être observé par d'autres personnes, ce qui est partagé avec d'autres personnes. Si je suis à côté d'un feu, les gens peuvent sentir la chaleur aussi, donc ce n'est pas subjectif, qui est le U. Le subjectif, ce n'est que moi, la réalité subjective. Si on me présente une personne et on me dit « cette personne est méchante », c'est sans doute parce qu'il y a eu quelque chose qui faisait que dans les interactions entre ces deux personnes-là, il y en a une qui s'est sentie blessée, utilisée ou malmenée, quoi. Mais dans ma réalité, c'est juste une personne. Je ne vois pas l'objectivité. Et pareil, tout ce qui est subjectif, ce sont nos rapports à nous avec d'autres personnes, d'autres endroits, d'autres aspects. C'est plus subtil, on va dire. Objectif, c'est tout ce qui est le monde physique, palpable. Subjectif, c'est plus subtil, c'est entre moi, mon passé et comment je perçois la réalité. Et enfin, le M, c'est vide. Encore une fois, j'ai un petit peu hésité à mettre ici, est-ce que je mets vide, est-ce que je mets tout? Comment mettre le M par rapport au objectif et subjectif, si c'est ni l'un ni l'autre? Est-ce que c'est rien ou est-ce que c'est tout? Bon, je mets vide, je sais pas, vide en tout cas. Oui, bon, bref, on ne va pas s'attarder dessus. Et pour finir avec les interprétations, le A, c'est dans faire, c'est la création, c'est dans ici et présent, je fais quelque chose, c'est palpable, on voit mon résultat. Si je
Si je fais une pâte et je fais une pizza, tout le monde peut la goûter et la manger. C'est quelque chose donc qui est objectif. Avoir, là on est plus dans tout ce qui est relation subjective. Si j'ai un portable, j'ai un téléphone portable, quelqu'un le trouve, il ne sait pas qu'il m'appartient. Pour lui, c'est juste un objet. Parce qu'il ne voit pas cette relation d'appartenance, de propriété. Il ne sait pas que je suis propriétaire ou titulaire d'une telle ou telle chose. Parce que donc c'est plus au niveau du subjectif. Donc c'est avoir. On est un petit peu plus subtil, encore une fois, je me répète. Et enfin, le dernier niveau, niveau M, c'est être. Et là, je trouve que c'est encore plus beau, puisque je pense que plus en plus on est dans la voie de la spiritualité. Moins on fait, moins on est, moins on a, et plus on veut être, plus on veut ressentir la vie, tout simplement. On veut juste être là, méditer, faire du yoga, manger sain, ressentir des plaisirs simples, ne pas s'attacher et juste être. Voilà, c'est encore plus subtil puisqu'il n'y a plus de relation avec des objets extérieurs. Je n'ai plus de lien avec un smartphone ou une voiture ou une maison. Je ne veux pas dire c'est ma maison, c'est mon frère, c'est ma mère, mais je peux juste dire que je suis, ça s'arrête là. J'ai la conscience de moi-même et ça me suffit. Et quand on fait un petit peu de méditation, je ne suis pas un pratiquant non plus, comme j'ai des amis qui font bien plus que ça. Moi, je peux faire, par exemple, 5 minutes le matin, 5 minutes après une séance de yoga, mais je commence vraiment à apprécier ce moment où j'ai juste enfin, je sais même pas comment on dit en français, le awareness, c'est pas la conscience, parce que conscience c'est consciousness. J'ai juste, je me rends compte que je suis, et ça me suffit. Voilà. Ouais. On continue donc le Aum versus Om. Le Aum versus Om. C'est très simple, j'avais fait tout un slide pour vous montrer des analogies, comment par exemple, pourquoi est-ce qu'on dit Om et pas Aum? Parce qu'effectivement au début on disait qu'il y a 3 catégories, et là on a l'impression que le A et le U vont fusionner et donner un nouveau son, le O. C'est simple de comprendre pour vous parce que vous en faites l'expérience tous les jours quand vous parlez la langue française. Tout simplement, la lettre A et le U, mis bout à bout, donnent le son O. Pareil, E-A-U donne le son O. Le O-I donne le son OUA. Les lettres A-I donnent le son E, comme G. Donc c'est simple. Donc je ne pense pas que c'était la peine pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on dit Om et pas Aum. Donc si vous pratiquez la méditation Om, ne dites pas Aum, mais allez-y directement dans le Om. Voilà, c'est comme si si vous avez 1 plus 1 égale 2, dans le 2, il y a les 1 plus 1, les 2 unités. C'est juste que la forme qui change un petit peu. Si vous avez 2 couleurs, le vert, le jaune et le bleu, vous allez avoir le vert. Le vert contient les deux, il n'est rien d'autre que le jaune et le bleu. Si vous faites un accord, Do, Mi, Sol, il y a ces 3 sons-là, mais il y a quelque chose de nouveau qui se crée, une sorte d'harmonie et les interférences entre les fréquences de chaque note. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, je pense que c'est suffisamment clair. On dit Om même si on écrit Aum. Voilà. Et on regarde plus l'alphabet Devanagari. Donc il faut faire la distinction entre un alphabet et la langue. Un exemple simple, le latin, c'est l'alphabet utilisé par la plupart des pays européens, et même dans tout le monde. L'alphabet cyrillique est utilisé par la langue russe et le bulgare, par exemple. Idem ici, l'alphabet Devanagari est utilisé par d'autres langues asiatiques, mais il n'est pas propre à une seule langue. C'est un petit peu la base écrite, le système d'écriture qui est utilisé par d'autres langues. Donc, moi, ce que je voulais juste, c'est montrer comment est-ce qu'on est arrivé à ce symbole-là, parce qu'on ne le trouve pas dans les sons
même. Donc comment est-ce qu'ils ont construit ce symbole Om? Bah, tout simplement, ils ont pris le son A, enfin ils ont pris le son A et le son A, le deuxième, et on le retrouve ici, une sorte de 3, en fait, le chiffre 3, qui est sur la partie gauche du symbole. Ils ont pris la partie basse, le OU, et le OU avec 2 points, qui est donc un OU étendu, OU, avec la petite boucle là, à droite, et ils ont pris, donc là déjà on a le AOU, mais AOU ensemble donne le son O. Alors je ne sais pas si on va voir ma souris ou pas, mais en tout cas ici, enfin je ne sais pas si on voit, mais si vous regardez 3e colonne, 3e ligne, on voit le son, les deux lettres bout à bout, AOU, et si on regarde la phonologie, bah, on voit que ça se prononce O. Voilà. Et pour finir, ils ont pris ce qu'on appelle Chandra Bidu, Chandra qui veut dire la lune, qu'on retrouve dans le Chandrasana, la position de la lune. Enfin, le plus souvent c'est Ardha Chandrasana, la position de la demi-lune. Et ce point-là indique une nasalisation. Donc là, c'est plus pour le M, avec une sorte de demi-lune dessous. Et si on prend que le petit point, bah, c'est le N. Je l'ai dit au début de cette présentation que le N et le M, tous les deux sortent par le nez, donc il n'y a pas une très grande différence entre les deux. Les deux sortent par le nez, c'est juste que pour le N, la langue touche les dents, donc la cavité. Donc la cavité, le volume est plus petit et le son monte un petit peu. Et là, effectivement, du point de vue énergétique, et là, si vous avez plus d'informations dessus, partagez-les. Il y a une sorte de circuit énergétique qui se crée quand la langue quand la langue touche le palais. Il y a une sorte de circuit, donc l'énergie circule plus facilement. Et dans le M, la langue est plus posée et le circuit est plus ouvert peut-être vers l'extérieur. Je ne sais pas. Plusieurs interprétations, plusieurs manières de voir les choses. Voilà. Bon, on continue. L'anatomie, donc l'anatomie du point de vue des chakras, si vous ne les saviez pas, donc il y a 7 chakras avec 7 noms, différentes fonctionnalités. Je pense que j'avais fait toute une vidéo dessus, vous pouvez la regarder. Chaque chakra donc a une bija mantra, qui est Lam, Vam, Ram, Ham, Yam, Om. Ce qu'on trouve, c'est que dans chaque chakra, dans les 6 chakras sur 7, les mantras, ils finissent par le M, qui est donc un son nasal. Ça veut dire que même si on dit Lam, bah symboliquement, ça commence par le pelvis, l'anus, les parties génitales, et ça monte tout en haut pour sortir par le nez avec le son M. Et que ce soit Lam, Vam, Ram, Ham, Yam, on a toujours cette idée d'élévation et le son qui finit par le nez. Sauf le Om, là, il est curieux de constater que donc Om, bah, il n'a pas le son A, il n'est précédé par rien, c'est un O. Voilà, donc c'est pour ça on dit que le 3e œil, le 6e chakra, la Ajna chakra, la chakra qui commande, ben, si on arrive à l'activer, on arrive à commander tout ce qui est plus bas. Voilà. Et donc la 7e chakra, la Sahasrara, celle qui ne touche pas dans notre corps, mais qui est au-dessus, Bija Mantra, le mantra, c'est le silence, il n'y a rien. Et c'est justement cet aspect-là que j'ai découvert en faisant cette présentation, et on va voir plus en détail dans un instant sur ce qui suit en fait, le Om. Voilà, le Om, voilà, je l'ai entouré. Et du point de vue purement physiologique et anatomique, ben, on voit qu'il y a 2 grandes cavités, la cavité buccale et la cavité nasale, et c'est surtout, enfin cavité orale, il appelle ça comme ça ici, et c'est surtout, j'ai mis cerveau qui est là, et ça veut dire que quand on fait le M et le N, ben, c'est le son du point de vue anatomique qui fait vibrer plus ce qui est en contact avec le cerveau. On voit que il y a cet espace
Juste après, il y a donc le crâne qui commence, et je pense que à force de répéter Om bien fort, ben, on vibre la partie du cerveau, la partie de la tête, donc le cerveau, et en essayant donc d'influencer, de changer la manière dont il opère, dont il fonctionne en temps normal, entre guillemets. L'idée d'une spiritualité, c'est d'accéder finalement à une sorte de nirvana, samadhi, illumination, enfin il y a différents noms à ça, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dans notre tête doit être changé pour qu'on puisse ressentir et faire l'expérience de cet autre état. Voilà. Ok, donc le symbole en lui-même, on l'a vu, il est comme ça. Maintenant, mettons de côté les sonorités, donc ne regardez plus les nasales, le A, le U, le M, on va juste se consacrer sur purement la partie visuelle ici. Et on va commencer par la partie la plus basse. On l'appelle Jagrat. On peut aussi l'appeler Vaishvanar, on l'a dit, c'est l'état de veille, c'est quand on est conscient, c'est quand on est dans le monde extérieur, partagé, celui qu'on peut percevoir, celui où il y a des stimuli, tout simplement. Et on voit que la flèche, elle est un petit peu tournée vers le bas, et c'est la flèche un petit peu la plus grande, enfin cette courbe flèche, on va dire plus une courbe, c'est un petit peu l'état dans lequel on passe le plus de temps. Maintenant, oui, on va dire que, oui, cela a du sens. Le deuxième état de la conscience, c'est ce qu'on appelle Taijas. Taijas, Swapna, c'est le monde des rêves, c'est quand on rêve sur la base de notre expérience, de nos désirs, c'est le monde intérieur, c'est le monde à nous, celui que, a priori, on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas partager, on peut écrire dans un carnet les rêves qu'on a vus, mais jusque-là, ces rêves, c'est quelque chose de très personnel qui est en lien avec l'ego, les expériences, les désirs, et ça nous appartient à nous. Et là, on voit que la boucle, elle est tournée vers l'intérieur. Elle fait un petit peu une sorte de cercle et elle revient vers soi. C'est cette idée de j'ai l'impression de percevoir, mais ce n'est pas autre chose à part moi-même. Tout ce qu'on rêve, même si on voit des personnes, ce sont des aspects de nous-mêmes que l'on perçoit dans les rêves. Encore une fois, on peut parler des rêves lucides, des voyages astrals, de la télépathie, et ainsi de suite, mais pour faire simple, les rêves, c'est très subjectif, c'est du domaine du subconscient, et c'est un autre état dans lequel on passe régulièrement du temps, ne serait-ce, enfin, j'ai presque envie de dire, toutes les nuits, le plus souvent, on fait un rêve. Voilà. Troisième étape, c'est la flèche, la courbe tout en haut ici. C'est l'état auquel on ne pense pas souvent. Ça s'appelle Sushupti, on l'appelle aussi Prajna. Donc Pra qui veut dire avant, et Jna qui veut dire connaissance, avant connaissance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter puisque on n'a pas conscience d'être là. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de pensée, ou en tout cas vraiment peu. C'est l'état de sommeil profond, c'est le niveau de l'inconscient, c'est là où on est quand on meurt, et c'est le monde causal, donc monde physique, monde subtil, monde causal. Toutes les nuits, si vous avez, je pense que c'est le cas, si vous avez des sortes de, alors on appelle ça les trackers, ce sont une sorte de montre intelligente qui vous montre comment vous dormez. Moi j'en avais un, ça s'appelle Fitbit, et chaque fois que je me réveillais, je ne l'ai plus, mais je pensais à la remettre, ça va me montrer les différentes phases de sommeil que j'ai eues pendant la nuit. Est-ce que j'ai été réveillé? Est-ce que j'ai été en sommeil profond? Est-ce que j'ai été dans la partie REM, Rapid Eye Movement, donc dans la partie où je rêvais? Et je trouve bien que toutes les nuits, quelques heures, 3-4 heures, j'ai une partie où je suis en sommeil profond. Tout simplement, je pense que il y a des capteurs de respiration ou de battement cardiaque ou de mouvement, et il voit bien que je dors. L'ego il disparaît, c'est juste que je ne sais pas là, je ne l'expérimente pas parce que il n'y a pas de moi, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet pour l'expérimenter.
Voilà, et pourtant on y est toutes les nuits, et la seule manière de s'en rendre compte, c'est donc a posteriori, une fois qu'on est éveillé, on s'est dit, ah tiens, j'ai dormi. Et plus on a du sommeil profond, le plus souvent, mieux était la nuit. La qualité du sommeil était plus réparateur, on se sent bien plus frais pour le lendemain. Ok, on continue cette petite flèche là, donc on a dit c'est le Chandra, une sorte de demi-lune, c'est donc Maya, je pense que vous avez déjà entendu ce mot-là, Maya, l'illusion, voile de l'ignorance, c'est un petit peu l'obstacle que tous les yogis, peut-être qu'il y a des gens qui ne se posent même pas la question, mais des gens qui sont sur la quête spirituelle, ils voient ça comme donc l'obstacle de l'illusion pour accéder au petit point qui est encore plus haut. Donc, le plus souvent, Maya, il réfère à ce monde-là. On dit que tout le monde n'est qu'une hallucination, n'est qu'une illusion, hallucination, n'est qu'une... hologramme. Hologramme. N'est qu'une hologramme, je pense que c'est ça, hein, hologramme, et que finalement rien n'est vraiment vrai, tout n'est que vibration. Et si je reviens sur les premières diapositives, on a vu que la physique quantique semble confirmer cette idée que, au final, il n'y a pas de substance. Les cellules sont formées de molécules, les molécules des atomes, les atomes des nucléons et des électrons, les électrons et des nucléons des quarks, peut-être qu'il y a des photons, des phonons et différentes particules, mais au final, quand on regarde, tout n'est que ondes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois de pouvoir voir comment la science et la spiritualité, finalement, ils ne vont pas dans deux sens opposés, mais c'est juste qu'ils considèrent et voient les choses sous un différent angle. La science, surtout, veut des preuves, et la spiritualité, elle se base sur des vieux textes, sur une expérience personnelle. Il n'a pas besoin d'être prouvé, quoi. Et quand on voit que la science d'aujourd'hui semble prouver, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que ce que disaient les gens il y a très longtemps n'était pas complètement farfelu, mais il y a une part de vérité dedans. Et donc la dernière partie qui nous intéresse, je pense le plus, c'est ce qu'on appelle Turiya ou le Atman. Turiya, tout simplement, ça veut dire quatrième tour. On le retrouve dans Chaturanga, la position des 4 membres, Chaturanga, Turiya, donc ça veut dire 4, c'est tout simplement le 4e étape, donc je ne suis ni éveillé, je ne suis ni dans un sommeil profond, je ne fais pas de rêve, mais je transcende tout ça. Donc là, des mots que j'ai pu trouver, il y a pas mal de synonymes, on a une sorte de conscience universelle, immortelle, pure, infini, qui témoigne, qui est en tant que témoin et qui est éternel. Voilà. Un exercice très simple à faire, c'est de fermer les yeux et on se rend compte que même si on ne voit rien, on a toujours la conscience d'être là. Et je pense que l'expérience de Turiya, c'est un petit peu ça. C'est de se rendre compte que même si on enlevait tout, même si on enlevait l'ego, je sais que j'existe en tant que conscience. Donc, c'est le 4e état de conscience. 4e état de conscience, c'est le silence transcendantal. Il y a toute une méditation dessus, méditation transcendantale. La seule chose que j'aime pas, c'est que, si j'ai bien compris, j'ai eu quelques camarades qui l'ont fait, il paraît que c'est très élitiste, qu'il faut payer cher d'ailleurs, comparé à par exemple à Vipassana, qui est un centre de retraite, une sorte de type de méditation silencieuse, où on médite 10 heures pendant 10 jours, tous les jours, que j'ai faite en Inde, et qui est donc par exemple basée sur la donation-based. Alors qu'ici, je sais pas, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Si vous avez fait l'expérience, partagez avec nous, je sais pas. En tout cas, on parle de silence transcendantal.
Et c'est le terme vraiment important ici, c'est le mot silence. C'est ce à quoi je pense la plupart des gens ne pensaient pas, moi y inclus. Dans Om, ce n'est pas le A, le U et le O ou le M qui est important. Ce n'est pas si le son vient du diaphragme, des poumons, de la gorge, du nez, de la bouche. Ce qui est important, c'est l'expérience, c'est la conscience du silence qui suit, alors qu'il n'y a plus rien. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que je trouvais presque illuminant, hein. C'est le fait de me dire que même quand je ne perçois rien, même quand je ne fais rien, je suis. Et c'est cette idée de, quand je fais le Om, je peux faire une fois Om en pensant à mon corps, à la création, au monde qui est autour de moi. Je fais une deuxième fois Om, je pense à toutes mes rêves, à toutes mes pensées, à tous mes désirs, à toutes mes ambitions, à toutes mes peurs, à toutes mes relations. Et je fais une troisième fois Om, je pense à moi en tant que rien, quand je dors, comme si j'étais mort, comme si je n'existais pas, comme si je n'étais rien. Et pourtant, dans ce silence-là, la conscience reste. Et je trouve ça très beau. Et tout de suite, l'idée m'est venue aussi de comparer ça au fait que, je ne sais pas si vous le faites à vous dans votre pratique d'asana, des fois, en tout cas, moi, on le faisait des fois, on frottait dans les mains et on les posait sur les paumes, et puis on ouvrait les yeux et on regardait l'obscurité. Et je pense que maintenant, je vois le sens plus profond de cette pratique-là. Bien sûr, on peut dire qu'on le fait pour envoyer du prana, de la chaleur dans les yeux, pour les guérir, ça leur fait du bien, ok, soit. Mais je pense que c'est surtout, l'idée c'était de se représenter, de ressentir, de faire l'expérience de cette quatrième état, de se dire, même quand il n'y a rien autour de moi, j'existe, je continue à exister. Et peut-être que ça enlève un petit peu plus la peur de la mort, qui semble être, selon en tout cas Freud et peut-être d'autres psychanalystes, le mobile le plus important de la vie, quoi. Tout ce qu'on fait, on le fait en s'appuyant sur la condition qu'on a, enfin pas la condition, le rapport qu'on a avec la mort. Donc là, on accède à ce qu'on appelle une sorte de vérité absolue, c'est lui qui est absolu, donc il n'y a pas de relation à faire. Il y a pas mal, je pense que je vais faire toute une vidéo sur ce qu'on appelle le Advaita Vedanta, Advaita, donc sans deux, qui n'a pas de deux, qui est absolu. Et je pense que c'est très intéressant de faire un petit peu plus de recherche et de comprendre mieux sur la non-dualité de ce monde. Il n'y a plus d'objet ou de sujet, il y a juste quelque chose qui s'exprime. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais juste un exemple, c'est si j'ai une bague et un bracelet. Les deux sont faits en or. Donc j'ai une bague et un bracelet. Si j'enlève le concept de bague ou de bracelet, je n'enlève rien à l'existence de ces objets-là. Ça reste de l'or, même poids, même volume. Donc dans Advaita Vedanta, on parle des noms et des formes et de fonctions. Mais si on les enlève, on reste avec justement la conscience, quoi. Voilà. Bon, peut-être une autre vidéo dessus. Pour finir, donc, avec le symbole lui-même, on parle de samadhi, un mot peut-être connoté presque de quelque chose comme si c'était inatteignable, mais c'est ça le but. Samadhi, libération, être un avec le tout, et ainsi de suite. Voilà. Donc ce qu'on vise, c'est le point, et même visuellement parlant, je trouvais que la personne qui l'a fait, ou les personnes qui l'ont fait, les rishis, l'ont bien vu, le point, il n'a ni direction, il n'a pas de longueur, il n'a pas de largeur, il n'a pas de volume, c'est juste un point. Voilà. Par rapport à d'autres traits, d'autres courbes, ils ont un début, une fin, une certaine largeur, et là c'est juste un point. Je trouve ça bien. C'est plutôt pas mal. Ok. On va regarder un petit peu plus les bienfaits très rapidement du point de vue physiologique. Quand on chante le Om, la respiration est profonde. On essaye d'utiliser la capacité, peut-être pas maximale, en tout cas élargie de ses poumons.
et du coup le diaphragme, les muscles intercostaux s'étirent et ça fait une sorte de automassage aux poumons, à toute la cage thoracique, et il paraît, bon, ce que j'ai lu, cela promeut les échanges gazeux. Donc le dioxygène avec le dioxyde du carbone se change de manière plus optimale. Bon, à vérifier, mais je trouvais que c'est pas mal du point de vue donc de la respiration, que le fait de chanter et de faire vibrer le home dans notre corps, bah, cela a un impact sur les échanges gazeux, et peut-être que, puisque toutes les cellules que constitue notre corps, enfin qui constituent notre corps, ils ont besoin de dioxygène, ou d'oxygène plutôt, et du coup c'est chaque cellule de mon corps qui se trouve affectée dans le bon sens. Voilà. Du point de vue énergétique, je pense que je me répète un petit peu, donc ça purifie, ça active les chakras. On a bien vu que dans chaque chakra, Bija Mantra, il y avait le M de Om, donc même du plus bas, ça finit par le nez, et Om plus spécifiquement est le Bija Mantra du sixième chakra, chakra de troisième œil, chakra qui commande. Voilà. On ne va pas s'arrêter dessus. Bien-être psychologique, donc il calme le système nerveux central, ces systèmes limbiques qui sont en lien avec la réponse au stress, aux émotions, à l'apprentissage et à la motivation. Je pense que c'est plus lié au fait qu'il y a des vibrations, et peut-être que ça, j'ai pas envie de dire que ça perturbe, mais ça modifie le fonctionnement neurologique de notre cerveau, et du coup il emprunte peut-être qu'il forme de nouvelles connexions, peut-être qu'il rompt des connexions neurologiques précédentes, et c'est ainsi qu'on se sent plus apaisé, plus calme. C'est très simple, faites l'expérience par vous-même, on n'a pas toujours besoin des études faites par Oxford, Harvard, MIT et compagnie. Faites l'expérience, chantez Om pendant quelques minutes, regardez comment vous vous sentez, et ça c'est un des moyens pour comprendre et pour appliquer tout ce qu'on vous dit. Pas besoin de me faire confiance, pas besoin de faire confiance sur Internet. Faites l'expérience. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bon, ça marche pas. Soit. Je pense que si on parle de Om, on l'a vu, que ce soit en Égypte ou en Europe ou dans différentes religions, dans la physique quantique, si on parle des vibrations, le fait de vibrer leur corps et peut-être entrer en résonance avec d'autres vibrations, que ce soit vibrations de la Terre, du Soleil, du cosmos, avec d'autres personnes, je pense que c'est justement ça qui fait que, au final, on se sent mieux psychologiquement parlant. Donc c'est une sorte de intériorisation, méditation / relaxation. On se relâche, on est là, on est content, on contemple, on n'a rien du tout, on est satisfait, du latin satisfactere, faire avec. Je fais avec, je n'ai besoin de rien, je suis satisfait. Et donc là, la conscience, elle est tournée vers le soi, l'introspection plus que autre chose. Et surtout, donc, je souligne le silence qui nous intéresse, surtout après le Om, plus que le Om lui-même. Mais voilà, on prête attention à tout, mais n'oubliez pas, ne sous-estimez pas le silence qui suit. Moi inclus, j'ai souvent pensé que, que le silence qui suivait le Om devait être remplacé par le Om à nouveau. Je devais inspirer plus vite que je le pouvais pour faire à nouveau un Om, et que c'est donc là dans la vibration que tout allait. Oui, c'est le fait, mais prendre le temps aussi de ressentir la pause qui existe entre l'expiration et l'inspiration. Donc je prends le temps pour inspirer, et je peux aussi prendre le temps tout simplement pour retenir mon souffle. Et là, même quand je n'inspire pas, je n'expire pas, j'existe. Je peux, pendant quelques secondes, retenir mon souffle, et pourtant, je ne disparais pas, je ne tombe pas dans les vapes, je suis là, je suis conscient. Et à vérifier, mais je pense que, à vérifier encore une fois, je pense que dans les Yoga Sutras de Patanjali, quand il parle de pranayama,
il dit que techniquement parlant, samadhi, c'est quand on retient le souffle. Il y a quelque chose comme ça. Alors je le dis de tête, je n'ai pas pris la peine de vérifier, mais quelque part c'était écrit que la rétention du souffle, quand on arrive à le faire pendant suffisamment longtemps, on arrivait au samadhi. Donc ça revient un petit peu au fait que je n'inspire pas, je n'expire pas, zéro, il n'y a pas de variation dans l'esprit, et c'est là où justement je peux ressentir la connexion avec le divin, et c'est pour ça il y a pas mal d'exercices dans pranayam, comme Kapalbhati, comme Bhastrika, où on expire, où on inspire très rapidement, où on respire rapidement, on va dire plus simple. Par exemple, quand on fait Kapalbhati, on va expirer, et on fait tout ça pour pouvoir ne pas, pour pouvoir retenir le souffle pendant une durée de vie plus étendue, sans qu'on ait besoin, sans qu'on ait un mal-être, une sorte de malaise, à ne pas pouvoir inspirer ou expirer, parce qu'on a suffisamment enfin, parce qu'on va dire qu'on est un petit peu à l'homéostasie à l'intérieur de nous-mêmes, donc on ne ressent pas ce besoin d'inspirer ni d'expirer, et c'est un état vraiment chouette. Donc faites un test aussi. J'ai fait quelques vidéos aussi sur tous les pranayams, je pense, hein, donc regardez sur ma chaîne si cela vous intéresse. Et enfin, donc du corps, on passe au chakra, on passe aux psychologies, et là, enfin, le côté spirituel un petit peu divin, connexion divine, devenir un avec le grand tout, revenir à l'essence primordiale. Bon, je me répète, c'est un petit peu ça, quoi. C'est de se dire, je ne suis pas que ce corps, je ne suis pas mon ego, je ne suis que cette bague-là qui est faite de l'or, mais finalement je suis l'or. Bague étant qu'une fonction, qu'une forme, et qu'un nom. Je m'appelle Sergueï, j'ai un certain corps, mais je sais que au-delà de ce corps, au-delà du concept même de moi, de ce que j'ai vécu, je suis plus que ça. C'est juste une conscience qui se manifeste à travers moi. Voilà, tout simplement. Et donc, ouais, j'ai fini en mettant par comment est-ce qu'on peut voir cette connexion, cette fusion avec le tout. Tout simplement, quand on chante, je suis le sujet, je chante, j'émets un son. Qui est-ce qui entend ce son? C'est moi-même, donc je suis aussi l'objet. Le sujet chante, et qui est-ce qui perçoit? C'est moi-même. Donc, c'est un petit peu un va-et-vient, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, un raisonnement teutonique. A explique B, B explique A. C'est un petit peu une sorte de recyclage, là. Je suis à la fois celui qui émet le son, celui qui l'initie, et je suis aussi à la fois celui à qui il est destiné, à qui il revient, celui qui le perçoit. Et justement, quand je ne fais plus de son, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus personne qui chante, il n'y a plus d'objet, il n'y a plus rien à entendre, et il n'y a plus de percepteur ou de récepteur. Si on parle du domaine des mails, il y a un émetteur et un récepteur, et pourtant je reste. Et pourtant je reste. Je reste dans le silence, et je sais que je suis là. Et c'est ça qui est beau. Ça qui est beau. Et du coup, je me suis dit, et tiens, et si on pouvait comment dire, transposer cette expérience au niveau visuel, pas au niveau du son, mais au niveau des yeux. Je peux me regarder dans le miroir. Qui est-ce qui regarde? C'est moi. Qui est-ce que j'observe? C'est moi. C'est l'image de moi que je vois dans le miroir. Donc, objet égale sujet. Perception, celui qui fait l'image, celui qui perçoit l'image elle-même, tout n'est qu'un seul, parce que je me vois. Et quand je ferme les yeux, je continue à exister. J'ai toujours la conscience de moi-même, même si il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien qui se passe, encore une fois, du point de vue visuel, et pourtant, j'ai la conscience qui est en moi, ou moi qui est en elle, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Voilà, bon.
Je pense que c'est tout pour le home. Merci beaucoup. C'est encore une vidéo un petit peu longue. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Faites donc méditation. Essayez de chanter le home. Il y a beaucoup de choses à dire. J'étais pas allé plus dans le côté pragmatique sur comment est-ce qu'on le chante. On peut le chanter pendant la salutation au soleil, on peut le chanter le son M quand on fait Brahmari, le son de Bourbon en fermant les oreilles. On peut le chanter pendant le kirtan, pendant qu'on récite les mantras, au début, à la fin des cours de séance de yoga. La question peut se poser, est-ce que je le fais les yeux ouverts, les yeux fermés, comment je suis assis, à quelle fréquence, à quelle tonalité dois-je chanter. Ce que j'ai remarqué, c'est que naturellement, bon, déjà, vous pouvez écouter sur YouTube, il y a plein de vidéos sur... il faut aller surtout dans le YouTube anglophone. Hein. Donc, si vous regardez sur Healing Sounds, Frequencies, quelque chose comme ça, vous allez tomber sur 432 Hz, 563 Hz, et ainsi de suite. Différentes fréquences qui sont supposées guérir votre ADN, et ainsi de suite. Donc, faites un test, vous pouvez les écouter. Vous pouvez écouter les différents mantras sur Spotify. Il y a plein d'artistes qui reprennent les mantras et qui mettent une sorte de mélodie, qui font toutes des chansons. Donc ça reste du sanskrit, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à expérimenter, à écouter les mantras, à sentir leurs vibrations. Et aussi, vous pouvez faire un test par vous-même quand vous chantez, où est-ce que vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, ce que je fais, c'est une de mes profs que j'ai eues, ce qu'elle faisait, elle commençait bas, et puis elle montait la tonalité jusqu'à tomber sur une note qu'elle jugeait voulue, celle qui correspondait le plus. Bon, je veux le faire une fois par exemple, elle faisait comme ça. Donc en remontant vers vous allez tomber sur justement une tonalité qui résonne bien. Il n'y a pas de... On se sent à l'aise à cette note-là. Il y a des gens qui disent que les bija mantras, pour chaque chakra, ça va de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je sais pas, il y a d'autres qui disent que ça commence par Fa. Va savoir. Donc vous pouvez soit écouter les enregistrements faits par des moines bouddhistes, comment est-ce qu'ils chantent, essayer de chanter avec eux. Moi, par exemple, pour ne pas aller aussi haut, je préfère descendre un petit peu, comme ça le son s'échappe un petit peu moins vite de mes poumons et je peux le faire un petit peu plus lentement et ressentir plus les vibrations. Je veux juste le faire une seule fois pour finir cette vidéo. Allez, donc j'expire tout, j'inspire au maximum et tout doucement je fais un petit Om en commençant avec le O et puis en faisant un M que je vais pousser consciemment, volontairement, un peu plus vers le nez. Donc, voilà, je veux plus pousser les sensations au niveau du nez. C'est parti, je le fais une seule fois. Voilà. Oula, bon. Je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui. Merci beaucoup donc d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Et puis pensez à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez enrichir ou revenir sur un point en particulier. Ça sera intéressant de voir d'autres points de vue dessus. Et regardez d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Là, on commence déjà à avoir pas mal de monde sur la chaîne, au niveau des vidéos aussi.
N'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr, si vous pensez que quelqu'un serait intéressé par ce topic, qui est donc assez universel, hein, comme on l'a vu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, bye bye.